Bonjour et bienvenue à Droit des réponses. Droit des réponses, c'est le magazine d'Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux faits ayant retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée à la convocation du corps électoral. Ce sera le 7 octobre, indique presque en chœur Le Jour et Cameroun Tribune. Paul Biya a signé lundi dernier un décret convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle le 7 octobre prochain. 90 jours nous séparent donc de la date fatidique, note la nouvelle expression. En tout cas, les choses se précisent maintenant, indique le journal Signature, qui observe qu'avec cette élection présidentielle qui s'annonce, le pays est à la croisée des chemins, notamment en ce qui concerne les enjeux économiques et sécuritaires. Les questions sécuritaires étant donc de plus en plus préoccupantes ces jours-ci, des sécessionnistes ont attaqué le cortège de Betty Asomon pour reprendre la une du journal Le Jour, c'était vendredi dernier. Le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense en visite dans le sud-ouest a été la cible des attaques des groupes sécessionnistes. Le confrère Mutation indique que des membres de la sud du MINDEF ont été blessés dans cette attaque qui a eu lieu entre Kumba et Okondo Titi. Et c'est dans cette ambiance que Paul Biya a annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle par un tweet de 43 mots, c'était vendredi dernier. La montée de l'insécurité dans les régions anglophones peut-elle perturber le déroulement le 7 octobre prochain de l'élection du président de la République du Cameroun? Si oui, à quelle échelle? Quelles dispositions le président candidat peut-il prendre pour assurer une élection crédible dans le contexte actuel, un contexte socio-politique assez perturbé? L'opérationnalité du plan d'assistance humanitaire d'urgence peut-elle contribuer ou constituer un bon levier de pacification de ces régions avant l'échéance d'octobre prochain? Nous poserons donc la question aux invités de droit des réponses sur ce plateau, des invités qui seront également sollicités pour se prononcer sur l'affaire de la vidéo qui fait des vagues ces jours-ci. Cette vidéo montrant des images qui font mal, pour reprendre la une de la nouvelle expression, cette vidéo qui montre l'exécution sommaire des deux femmes et de leurs enfants bouleverse l'opinion publique nationale et internationale, commente le journal. Comme TVC Monde, le confrère du Carrefour Equinox à Bonakwamouan propose des réactions croisées des défenseurs des droits de l'homme et d'Amnesty International. Le ministre de la Communication soutient que ces exactions sommaires attribuées à l'armée camerounaise sont une grossière désinformation. Pendant ce temps, Amnesty International dit de tenir des preuves qui montrent le contraire. De quel côté se trouve donc la vérité? La récente sortie du gouvernement malien à propos de cette affaire clarifie-t-elle la situation ou en rajoute-t-elle à la confusion? Voyons tout cela donc avec les invités sur le plateau de droit des réponses ce dimanche. J'introduis tout d'abord Claude Wilfried Ekanga. Claude Wilfried, bonjour. Bonjour Monsieur Fangwa, c'est un plaisir d'être avec vous sur le plateau d'Equinox TV. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Vous êtes, j'aime bien vous présenter comme écrivain essayiste, mais davantage un analyste politique. Je dois préciser que vous faites des études de sciences politiques et de relations internationales dans une, je crois, en Allemagne. C'est bien cela? Exactement. Voilà, merci donc d'avoir accepté de venir échanger avec nous sur le plateau de droit des réponses. J'introduis bien évidemment Faustin Dican. Faustin, bonjour. Bonjour, bonjour à tous nos téléspectateurs. Et je suis très heureux d'être là ce jour et je dis bonjour à tous les panélistes. Merci Faustin d'être venu. Vous êtes journaliste et directeur de publication de Tribune d'Afrique. Philippe Nanga, bonjour. Bonjour et salut à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. C'est toujours un plaisir pour moi de contribuer à éclairer l'opinion, à construire la solidarité, voilà, à rechercher la vérité avec les autres. Vous êtes le coordonnateur de l'ONG Un Monde Avenir basé à Douala. C'est une ONG qui agit pour les droits de l'homme et pour le développement social en favorisant une participation citoyenne. On va le dire de façon simple comme ça. Ouais, c'est une organisation citoyenne qui s'emploie à développer l'idée de la citoyenneté au sein de l'opinion et surtout à mobiliser la jeunesse à prendre en main leur avenir. Merci donc Philippe Nanga d'être venu sur ce plateau. Edmond Kamgia, bonjour. Bonjour Monsieur Fangwa. Merci d'être venu. Je salue tous les copanélistes, je salue également tous les téléspectateurs fidèles de cette émission. Journaliste et donc travaillant pour le compte de la Nouvelle Expression. Et je commence avec vous Edmond Kamgia justement sur cette actualité en rapport avec cette vidéo
qui a circulé sur la toile et qui a également fait l'objet de quelques analyses de la part des confrères. Je crois savoir que la Nouvelle Expression a traité de cette question-là cette semaine-là, en parlant notamment de ces images qui font mal, faisant allusion justement à cette vidéo qui montre l'exécution de 2 femmes et de leurs enfants par des militaires non identifiés pour certains, mais clairement identifiés pour d'autres, notamment les organisations de défense des droits de l'homme. Est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'en dehors de la Nouvelle Expression, il faut préciser que la presse internationale s'est également intéressée à cette affaire. Je parlais tout à l'heure dans le sommaire de TV5 Monde qui a fait des réactions croisées du ministre de la Communication et des responsables d'Amnesty International, sans oublier le journal Le Monde, qui a également traité de cette question-là, notamment en citant l'AFP, qui a fait, je veux dire, un papier assez édifiant là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment, Edmond, que la presse a traité cette question de façon professionnelle? La réponse est oui. L'ensemble de la presse camerounaise s'est préoccupée par cette question-là. Il faut dire que cette question qui a touché l'opinion publique nationale et internationale a été analysée, commentée largement, non seulement par la presse écrite, la radio et la télévision, que ce soit, comme tu l'as si bien souligné, les médias internationaux, mais les médias camerounais, le privé comme les médias d'État. Et chacun y est allé selon sa ligne éditoriale. Et même les acteurs sollicités, les acteurs de la société civile sollicités ou les personnalités politiques et experts sollicités pour expliquer ce qui a pu se passer et les conditions dans lesquelles ce qu'on a vu sur cette vidéo-là s'est déroulé, amène à comprendre qu'il faut absolument qu'il y ait une enquête indépendante et sérieuse pour qu'on sache la vérité sur la question. Le sentiment qu'on a en écoutant les différentes parties, c'est que on sait précisément. On a écouté le ministre de la Communication dans une sortie mercredi dernier, une sortie qui a été reprise par Cameroun Tribune, qui a également été reprise par votre journal La Nouvelle Expression, qui a d'ailleurs croisé une réaction avec le patron du RIDAC. Tout à fait. Est-ce que on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait comme une sorte de chauvinisme de la presse qui se range systématiquement derrière le ministre de la Communication, qui visiblement a déjà la vérité, même s'il a expliqué que le président de la République a instruit une enquête pour faire la lumière sur la question? Je pense que ça a été une bonne chose pour le ministre de la Communication de faire une sortie et surtout d'indiquer que le chef de l'État a instruit une enquête sur cette affaire. Mais il faut dire, dans le traitement de l'information par les médias camerounais et notamment par la presse privée, et je parle pour la gouverne de La Nouvelle Expression, c'est nous qui avons titré ces images qui font mal. Parce que quand vous voyez cette image, ça ne vous laisse pas indifférent. Et je crois que quand vous regardez cette image... C'est peut-être même un euphémisme lorsqu'on regarde la violence. En réalité, c'est pathétique. Non seulement 2 mamans avec l'une sa fillette, l'autre son bébé qui est porté sur son dos, sont froidement et sommairement exécutées. Par pratiquement 17 balles dans le crâne. Pratiquement. Et on voit du sang dégouliner. Ce sont des images difficiles à supporter. Elles sont difficiles à supporter. Et je pense que cette enquête que nous attendons tous nous permettra de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Mais ça me permet de dire également, quand on parcourt les réseaux sociaux, on se rend compte que la même image a circulé au Mali. Et le Mali a réagi en disant qu'il ne s'agit pas, le gouvernement malien a réagi, un peu comme le ministre de la Communication au Cameroun, pour dire qu'il ne s'agit pas de l'armée malienne. Et qu'il faut aller chercher dans un pays d'Afrique centrale. Il faut aller chercher dans un pays d'Afrique centrale. Et le seul pays d'Afrique centrale qui a été indexé pour l'instant, c'est le nôtre. Donc il y a de la matière à creuser par les experts, mais surtout par les journalistes d'investigation que nous sommes, pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Alors, Claude Humphrey et Kanga, vous avez certainement suivi cette actualité-là. Qu'est-ce que cela vous inspire comme analyse? Oui, il y a une sorte de pathologie qui caractérise nos pays d'Afrique, le cas échéant le Cameroun, c'est que nous sommes dans la culture du sensationnel, nous aimons pour caricaturer un peu ce qui fait le buzz. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer des conclusions a posteriori, après y avoir fait toutes les investigations qu'il faut, après y avoir été soumis à des images comme celle-là, nous préférons conclure avant et réagir comme si on avait la certitude. Vous indexez le gouvernement camerounais là? Pas du tout, j'en viens. Je parle de la réaction surtout de la société civile, de la population, en tout cas de tous les
individus, de tous les acteurs présents dans les réseaux sociaux lorsque la vidéo a été titrée. Cette vidéo illustre les exactions de l'armée camerounaise sur les civils. Il est important dans un pays sérieux, avant qu'on ne se prononce à un élément, de faire preuve de ce que j'appelle le logos, la raison, et non de prioriser le pathos, l'émotion ou évidemment, les images sont scandaleuses, mais où on a déjà déterminé le coupable avant toute investigation. Oui, mais le ministre de la Communication a indiqué que le président de la République a instruit une enquête qui va permettre de faire la lumière sur la question. Même s'il a donné des indications sur ce qu'en réalité, il ne faut pas y voir forcément l'armée camerounaise. Exactement. D'un côté, donc, c'est pour ça qu'il faut attendre les résultats de l'enquête définitive. Il faut retenir que même Amnesty International, qui a dit détenir des preuves crédibles que c'est l'armée camerounaise, n'a pas été en mesure de les présenter à la population. Dans le même ordre d'idées, le ministre de la Communication qui dit de manière péremptoire d'une certaine façon que ce n'est pas l'armée camerounaise, lui aussi il va très vite en besogne, c'est-à-dire c'est a posteriori, après les résultats d'une enquête fouillée et indépendante, comme on aime bien l'appeler, qu'on peut se prononcer. Et la population, évidemment, la réaction qui est attendue de nous aujourd'hui, c'est d'être évidemment choqué par ces images qui sont assez insupportables, mais avant de déterminer les coupables, d'être d'abord sûr de leur identité. Parce que l'histoire nous l'apprend, même dans ce qu'on appelait la Deuxième Guerre mondiale, pour que Hitler envahisse la Pologne en 1939, ils ont créé une sorte d'incident dans le poste de radio de Gleiwitz, dans la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, où des soldats allemands déguisés en polonais sont allés détruire le poste gardé par des Allemands et ont accusé la Pologne. Et même 2 ans plus tôt, entre le Japon, parce que c'est une époque d'hégémonie, de volonté expansionniste, le Japon a procédé de la même manière, où ils ont fait disparaître un de leurs soldats au pont Marco Polo, ont accusé la Chine et ont annexé la Mandchourie en Chine, et ainsi de suite. Donc c'est quand on a déterminé la cause, c'est quand on a déterminé de manière indubitable. Vous n'êtes pas en train de manifester une sorte d'appréhension vis-à-vis d'un retour quasi, je veux dire quoi, un retour peut-être du néonazisme, enfin c'est parce que vous absolument pas. Je suis en train de dire que l'histoire nous a enseigné que dans des situations conflictuelles comme celle-ci, le premier ennemi c'est la vérité. Le premier ennemi, enfin la principale arme c'est la manipulation. Donc on ne sait pas qui fait quoi pour atteindre quel objectif, et c'est pour ça qu'il est important pour que nous ne soyons pas en tant que population instrumentalisée, vu qu'il suffit que maintenant, si j'ai une fanbase de Facebook, sur Facebook de 24 000 personnes, une petite notoriété, je constate donc qu'il me suffit de publier une vidéo et de dire l'armée camerounaise, quand bien même ce serait l'armée camerounaise, on attend d'une population qu'elle ait elle aussi cette même certitude-là que c'est le cas, parce que c'est à celui qui décrète que c'est X ou Y coupable que revient le devoir de prouver que c'est le cas. Lorsqu'on écoute les éléments fournis par REDAC ou encore Amnesty International, Faustin Dicam, est-ce qu'il faut vraiment conclure, comme semble le faire Claude Frilikanga, qui a eu beaucoup d'émotions dans la gestion de cette affaire? C'est ce que j'allais dire, cher confrère. J'ai l'impression et même une certitude que l'actualité sur la crise anglophone au Cameroun a fait naître sur la toile des héros du divertissement et de l'émotion politique. Voyez-vous, notre collègue tout à l'heure était en train de planter le décor de ce qui a souvent eu lieu dans l'histoire lorsqu'il y a eu ce genre de confrontation entre les citoyens de leur pays, et où il y a même eu parfois la guerre. Mais il faut dire que les faits sont suffisamment graves pour que la presse n'en parle pas. Et j'étais tout à fait d'accord tout à l'heure avec l'intervention de mon collègue Edmond, qui a dit que la presse l'a traité de façon professionnelle et comme elle a reçu l'information. Voyez-vous? Mais maintenant, dans le fond, est-ce que par l'émotion de ce que nous avons vu, nous devons être péremptoires? Moi, j'ai dit comme le politologue tout à l'heure, non. Nous devons garder la tête froide, attendre que les enquêtes se fassent de façon professionnelle et indépendante pour dire qui exactement est à l'origine de cela. Ce n'est pas la première fois, depuis que la crise anglophone a commencé, qu'on est victime, que le Cameroun est victime de ce genre d'informations, et où on a l'impression que certaines organisations de droits de l'homme s'en donnent à cœur joie pour pouvoir dire qu'effectivement le Cameroun reste et demeure un État policier. Nous ne disons pas ici que le gouvernement est un gouvernement parfait. Nous ne disons pas que la gestion de la crise anglophone jusqu'ici par le gouvernement est parfaite. Mais alors, nous voulons simplement dire que devant des situations pareilles, il faut rester prudent.
et éviter de faire des déclarations. Lorsqu'on parle d'enquête, cette enquête-là devrait être menée par, je veux dire, telle qu'elle a été instruite par le chef de l'État, doit être menée par les pouvoirs publics. Mais est-ce que, parallèlement à cette enquête-là, on ne devrait pas s'attendre à ce que la presse, par exemple, continue de faire des investigations? Lorsqu'on parcourt le journal Le Monde du 12 juillet dernier, qui cite l'AFP, on peut lire que des sources sécuritaires crédibles soutiennent que cette vidéo pourrait avoir été filmée dans la zone montagneuse de la région de l'extrême nord Cameroun, frontalière de certains bastions nigérians de Boko Haram. Ce qui peut raviver ou bien qui peut conforter davantage la thèse de l'armée camerounaise réalisant dans cette exécution sommaire. Mais vous m'amusez un peu lorsque vous le dites. Vous savez très bien que ce que la presse écrit, qu'elle soit nationale ou internationale, c'est pas l'évangile. Voyez-vous? Donc, ça dépend de la ligne éditoriale qu'on adopte relativement à une information qu'on veut traiter sur un pays donné. Mais il se trouve que nous devons rester lucides et très prudents et éviter des déclarations à l'emporte-pièce qui risquent de nous confondre à la dernière minute. Je veux vous dire, par exemple, que il y a eu des moments où, avec des fake news qui sont aujourd'hui légion sur la toile, on nous a fait savoir qu'il y avait un certain nombre d'exactions qui étaient menées par l'armée camerounaise, mais qui, à l'arrivée, se sont retrouvées être totalement fausses. Je ne veux pas défendre ici l'armée. J'ai même vu sur la toile, avant de venir à cette émission, des gens qui ont même donné des noms, qui ont identifié, qui disent avoir identifié ces militaires et donné leur nom, et qui leur demandent de se rendre. Vous voyez que les faits sont suffisamment graves. Mais je pense quand même que nous qui vivons au Cameroun, nous savons très bien que ce soit ceux aujourd'hui qui font des revendications et qui ont pris les armes contre le pays, que ce soit le gouvernement de la République, personne ne peut accepter ce genre de choses. Il faut le dire clairement. Personne ne peut accepter s'il s'avérait que, effectivement, ce sont des éléments de notre armée qui aient pu commettre ce genre d'exactions. Personne ne l'accepterait. Je voudrais aller plus loin pour vous faire savoir que lorsqu'il a été question des exactions des éléments de notre armée, le ministre Bétier Assommo n'a jamais ménagé d'efforts pour frapper fort, pour sanctionner avec la dernière énergie des éléments de l'armée qui se sont permis un certain nombre de comportements qui ne rentrent pas dans les règles. Alors, donc, moi je dis, il faut attendre que les enquêtes donnent leurs résultats, que ce soit les enquêtes qui viennent du gouvernement camerounais et même de la communauté internationale sérieuse. Et je pèse mes mots. Alors, Phil Manga, vous êtes coordonnateur d'une ONG qui travaille pour les droits de l'homme. La question que je pose, comment on en arrive à faire ce type de déclaration qui peut paraître quand même assez grave? Est-ce qu'il y a un certain nombre de précautions qui sont prises au préalable pour éviter qu'on se retrouve plus tard en situation inconfortable avec une information aussi importante, aussi délicate qu'on aura donnée? Je dois déjà vous dire que l'activité de défenseur des droits de l'homme, c'est une activité dangereuse. C'est une activité dangereuse parce qu'on s'attaque quand même à un domaine. Moi, on est confronté à cela. On est confronté quand même à des difficultés, non, parce qu'on s'attaque à des intérêts et c'est pas toujours aisé. Donc, par conséquent, quand un défenseur des droits de l'homme, bien une organisation de défense des droits de l'homme, produit un rapport, le publie, c'est après avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer qu'on a documenté l'information. Ça, je peux vous garantir. Jusqu'aujourd'hui, personne ne peut contrarier le REDAC au travers de ces déclarations publiées. Personne. Même pas l'État du Cameroun. Oui, mais vous avez écouté la sortie du ministre de la Communication. Oui, mais écoutez, je vous dis qu'il produit des éléments contraires. Jusqu'ici, le REDAC a donné l'information, a soutenu l'information. Ça veut dire que le REDAC dispose d'éléments documentés avant de diffuser cette information-là. C'est comme ça, je peux vous garantir ça. On ne prend jamais ce risque-là, surtout en Afrique, n'est-ce pas, de rendre publique une information sans avoir documenté, c'est-à-dire qu'on a les témoignages, on a les images, on a des photos, on a des audios. Quelle peut être la marge d'erreur? La marge d'erreur, évidemment, il y a toujours une erreur possible.
Parce que ça, il y a toujours une erreur. C'est pour ça que je vous dis qu'on prend beaucoup de précautions dans tous les cas. On prend beaucoup de précautions, ce qu'on appelle les recoupements. Ça se fait. On fait des recoupements. C'est pour ça qu'il faut avoir, il faut faire plusieurs recoupements, croiser les informations, analyser, avoir des faits précis. Quand je parle, il faut avoir les images. Ça veut dire que si ça s'est passé, il faut qu'on soit capable de disposer parce que là, on parle des images qu'on soit capable d'avoir des images des témoignages fiables, concordantes, qu'on puisse avoir des déclarations fiables, concordantes. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pas, on se lève pas un matin par émotion, on dit, voilà, non, ça c'est vrai. Parce que là, on a le sentiment maintenant qu'il y a quand vous sortez de ping-pong, il y a cette déclaration ministre de la Communication. Vous suivez très bien que, vous voyez très bien que monsieur le ministre de la Communication n'est pas très à l'aise dans ce jeu-là, parce que il affirme que c'est pas le Cameroun. Il ne dit pas que nous ne sommes pas certains. Il affirme que ce n'est pas le Cameroun. Oui. En s'appuyant sur les tenues, en s'appuyant sur l'environnement. Néanmoins, le gouvernement a instruit, n'est-ce pas, une enquête. Et justement, c'est la question que je vais vous poser. Donc, on a vu cette enquête va déboucher sur quoi? Justement, c'est pour faire. Si le gouvernement du Cameroun, n'est-ce pas, veut se dédouaner, se blanchir de ces faits, qu'ils mettent en place, n'est-ce pas, une enquête, une équipe d'enquête indépendante ou alors multi-acteurs. On prend des journalistes, on met dans l'équipe des acteurs de la société civile, des acteurs du gouvernement et on ouvre une enquête fiable. Parce que je vais vous dire, le gouvernement peut attaquer les organisations qui donnent l'information. Parce que les gens pensent que Amnesty, on ne va pas balancer les informations, les preuves comme ça. Non. Si le gouvernement est convaincu que ce n'est pas au Cameroun, il peut attaquer les organisations qui ont donné l'information et qui soutiennent l'information. Qu'il le fasse. Alors, donc Amnesty jusqu'ici, ou le REDAC, quand ils ont produit, pour un monde à venir, quand on a produit un rapport, quand on a produit une information, qu'on l'a diffusée, on a pris le soin de disposer des éléments de preuves concrètes pour soutenir ce qu'on a produit comme information. Je voulais simplement ajouter à la suite de notre interlocuteur qu'il sait au moins que grâce à la technologie aujourd'hui, on peut vous affecter une tenue, on peut même vous affecter une voix, on peut même vous affecter une action. Bien sûr. Vous voyez, c'est pour cela que nous demandons, en tant que journalistes d'investigation, de prendre du recul, d'être prudent et d'enquêter et de faire, comme vous venez de le dire, de faire intervenir des gens physiquement qui ont peut-être vécu cette situation pour que au moins on sache où se trouve la vérité. Il y a des témoignages qui sont... Vous voyez, parce que je veux vous dire que le REDAC ou bien Amnesty International ou bien je ne sais pas quel autre ONG parle beaucoup depuis le début de la crise anglophone des exactions commises par l'armée camerounaise et même depuis le début de la crise avec Boko Haram, mais ne parle pas beaucoup des exactions commises par les sécessionnistes ou alors par ceux qui nous attaquent. Je vais vous prendre un exemple simple, monsieur. Écoutez, depuis que nous disons que dans les zones anglophones, les sécessionnistes arment des enfants, les drogues et les fait s'attaquer aux populations, que les sécessionnistes mangent la chair humaine. Mais je n'ai pas encore rencontré un rapport d'une organisation des droits de l'homme qui dénonce ces exactions. Vous ne lisez pas les déclarations du REDAC. Ah, moi j'attends ça. Moi je suis dans le forum de tous les forums de journalistes. Nous condamnons les exactions des deux côtés. Vous voyez, quand on mange la chair humaine, par exemple, ça vous devez le dénoncer avec la dernière énergie. Mais sauf que nous ne traitons pas des conséquences de quelque chose. Vous savez, écoutez, en tant que société civile, là, vous êtes dans les conséquences. Hein. Moi, je veux bien. Nous, on traite d'un problème. Je veux bien qu'on accuse un gouvernement de quelque chose. C'est normal. Chaque fois que la sécurité des hommes et de leurs biens est prise en mal, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Et c'est normal que les organisations de droits de l'homme fassent une fixation sur le gouvernement des pays où il y a des problèmes. Mais seulement, moi, je voudrais que l'information ou bien les résultats de vos enquêtes soient désormais équilibrés. Je n'ai pas cette impression. Je peux vous garantir que les organisations de la société civile ou bien des défenseurs des droits de l'homme ne travaillent pas contre les gouvernements. C'est pas ce que je dis. Non. Je dis que je veux que l'information soit équilibrée. C'est pour dire qu'il ne s'agit pas d'avoir une fixation sur les gouvernements. Il s'agit d'avoir un regard sur la situation des gens, des personnes. Et chaque fois que la vie des gens sont
la vie des personnes sont menacées, les organisations de défense ont la Mais cette semaine, responsabilité. par exemple, la vie des journalistes a été terriblement menacée dans la suite du ministre de la Défense. Je n'ai pas entendu les organisations des droits de l'homme dénoncer ça et dire que voilà, même les journalistes ont été attaqués alors qu'ils viennent là juste pour l'information. Ils font pas partie de la- Hier, dans le convoi du ministre. hier, j'ai participé à un point de presse dans le cadre du réseau Dynamique Citoyenne. Nous avons évoqué cette situation. Donc, il faut aussi être ouvert à Mais toutes ça ne les vient pas sur la informations. toile. Vous voyez, quand vous faites Mais- ça, les gens mais ne il y avait viennent des pas- journalistes, non, il y avait des journalistes présents alors- qui doivent relayer. On ne fait pas de la discrimination en matière des droits de l'homme. Alors, donc, Anga, sur le fait que l'armée camerounaise et l'armée malienne aient été indexées dans cette affaire, qu'est-ce qui peut justifier cela? Est-ce parce qu'effectivement, il y a des précédents? Je veux rappeler qu'il y a quelque temps, on a indiqué, je crois que c'était en avril dernier, on a indiqué que l'armée malienne, je crois, autour de la force du G5 Sahel, avait procédé à des exécutions sommaires. D'ailleurs, le gouvernement malien avait été interpellé sur la question et il semble que des mesures avaient été prises dans ce sens-là, justement, pour punir les gens qui avaient été responsables de ces exactions. Dans le cas du Cameroun, il y a eu un certain nombre d'exactions qui ont été attribuées à l'armée camerounaise, notamment dans la région anglophone. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont ces éléments, ces événements récents qui peuvent justifier que, a priori, c'est l'armée camerounaise et l'armée malienne qu'on met en index dans la gestion dans cette crise-là, dans cette affaire? Oui, M. Fangwa, c'est une analyse possible. Ce que vous dites est véritablement pertinent. Lorsque l'on va au fond sur cette question des exactions commises aussi bien par l'armée malienne ou par l'armée camerounaise, et des exactions qui ont été, pour le cas du Cameroun, sanctionnées par le ministre de la Défense, ça il faut le rappeler, comme disait tantôt Faustin Dikam. Mais je dois également m'interroger et questionner le moment pendant lequel survient cette vidéo, aussi bien au Cameroun qu'au Mali. Au Mali, actuellement, c'est l'élection présidentielle que l'on prépare. L'élection présidentielle, le premier tour, c'est le 29 juillet prochain. Donc, c'est un contexte profondément électoral d'élection présidentielle. Au Cameroun, c'est pareil. On a convoqué, le chef de l'État a convoqué, n'est-ce pas, le corps électoral lundi 9 juillet pour l'élection présidentielle du 7 octobre. Et vous voyez un peu, c'est-à-dire que ce soit le Mali comme le Cameroun, le contexte est presque similaire. Aussi bien en ce qui concerne le point que tu as souligné concernant les exactions antérieures que le contexte de l'élection présidentielle. Est-ce que les auteurs de cette vidéo auraient un agenda caché? Qui sont ces auteurs? Pourquoi est-ce que cela survient sur les réseaux sociaux à ce moment précis? Et pourquoi c'est seulement ces deux pays qui sont concernés dans les analyses, dans les commentaires qui sont faits en ce moment? Ça, c'est le premier point sur lequel il faut s'appesantir dans la réflexion. Le second point, pour ce qui est du Cameroun en particulier, c'est de dire que cette vidéo survient également à un moment où on passe, j'allais dire, à une certaine vitesse. Je ne sais pas si je peux la qualifier de supérieure. Parce qu'il y a quelques jours, au Parlement, en tout cas à l'Assemblée nationale, on a prorogé le mandat des députés d'un an. Mais également, par un décret, le chef de l'État, après avis des autorités compétentes, a également prorogé d'un an le mandat des élections municipales et a conforté dans l'opinion, à travers le décret portant convocation du corps électoral, conformément à la loi portant code électoral, notamment en son article 86, qui précise justement que le corps électoral est convoqué dans un espace qui est de 90 jours entre la date de convocation et la date du scrutin. Et on voit bien, il y a quelques heures seulement, au moment, alors que les gens s'interrogeaient sur la question de savoir si le président de la République, Paul Biya, va effectivement déclarer sa candidature. Les commentaires foisonnent sur cette information. Est-ce que ce n'était pas au niveau de l'intention, parce que nous ne connaissons pas leurs auteurs, ce n'était pas une forme de pression qui était faite sur le chef de l'État pour éventuellement envisager la possibilité, non pas de se présenter, non pas de se présenter, mais de réfléchir encore à nouveau pour savoir s'il faut vraiment se présenter à cette élection ou pas. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'influences, de pression qui peuvent être faites, y compris des pressions comme celle-là, qui sont psychologiques. N'oubliez pas que ce qu'on voit sur cette vidéo est susceptible d'être qualifié de crime contre l'humanité ou de crime de guerre. Chloé Frikanga, est-ce que vous faites un lien entre la publication de cette vidéo avec ces images choquantes et l'actualité politique marquée notamment par la convocation du corps électoral et l'annonce de la candidature du président Biya?
Dans le siège de M. Gamga, je vais dire que tout est possible. On est justement dans le lambda, dans l'univers des possibles. Lorsqu'on a des incertitudes, on émet des hypothèses et on est péremptoire qu'à la fin, quand on a la certitude absolue que oui, voici ce qui s'est passé et voici les auteurs de ce qui s'est passé. Le problème avec les structures qui prétendent avoir des preuves crédibles, et c'est là tout le paradoxe, c'est que elles brillent par leur incapacité à soumettre de façon définitive à la population ces fameuses preuves indubitables. On ne peut pas accuser quelqu'un de prouver qu'il n'a pas fait quelque chose, c'est illogique. Si vous accusez X d'avoir volé, jusqu'à ce que vous ayez prouvé à 100% qu'il est le voleur, il n'est pas tenu de prouver qu'il n'est pas le voleur. C'est après y avoir démontré que oui, il est le voleur et que les preuves sont sans embâge qu'il est maintenant tenu de se défendre. La nécessité de la présomption d'innocence. Exactement. Et tant qu'on n'a pas les preuves absolues que c'est lui, on ne peut pas tirer de conclusion. Et d'ailleurs, il faut distinguer entre l'armée camerounaise et des éléments de l'armée camerounaise. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on recherche à la fin? Les soldats de l'opération Sangaris en France, en RCA, ont été coupables d'exactions contre mineurs, de zoophilie, de pédophilie et de tout ce que vous voulez. Les soldats des opérations américaines au Moyen-Orient se sont illustrés par les humiliations qu'ils ont fait subir à leurs ennemis sur le terrain. Ça n'a pas abouti au démantèlement complet de l'armée. Est-ce que cela veut dire qu'il faut finalement relativiser toutes ces violences-là et mettre ça sous le compte, je veux dire quoi, des effets collatéraux dans ce type d'opération? Bien sûr que non. Ce sont des actions, l'une comme l'autre. Les actions américaines, les actions françaises ou les actions que nous avons vues à travers les vidéos, ce sont des actions d'une barbarie inqualifiable qui, si on détermine les auteurs, demandent à ce que les auteurs soient punis de la pire des façons. Mais maintenant, la question est de se demander, pour ceux qui disent de manière péremptoire que c'est l'armée camerounaise, il faut qu'ils soient en mesure de répondre à la question, quand on aura découvert que c'est l'armée camerounaise, qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'on doit dissoudre l'armée, ou alors est-ce qu'il s'agit justement de débusquer ces gens-là et d'appliquer contre eux la sanction qui leur est due? Mais maintenant, l'autre volet, et c'est ça qui est important, ça permettra, si on les découvre, c'est un avantage pour tout le monde, on va leur poser les questions. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Quels sont les mobiles? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Et à partir de là, on pourra déterminer voilà, pourquoi de telles actions sont commises. Parce que forcément, si ce sont des soldats de l'armée qui le font, c'est qu'il y a des raisons. Si ce sont des terroristes, c'est que, bon, de toute façon, c'est leur modus operandi. Mais les soldats de l'armée camerounaise seront certainement des éléments qui ont décidé de déserter l'armée et de la discréditer. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut analyser la chose et non de dire l'armée camerounaise dans l'absolu, parce qu'à la fin, c'est contre-productif. L'armée camerounaise est la raison pour laquelle nous pouvons encore, entre autres, palabrer sur ce plateau et discuter des questions de la construction nationale. Elle a veillé à la sécurité du pays, et comme il y a des brebis galeuses partout, il faut distinguer entre les mauvais élèves d'une classe et la seule de classe dans son ensemble. Est-ce que, je veux dire, au finish, en attendant les résultats de ces enquêtes-là, de votre point de vue, quelles peuvent être les premières leçons à tirer de cette actualité en rapport avec cette vidéo qui circule, avec tout ce que cela charrie comme commentaire? Les premières leçons à tirer sont d'abord qu'en tant que peuple camerounais, comme je l'ai dit au départ, la situation, elle est très compliquée, elle est très tendue, elle est très sensible. Nous devons garder à l'esprit que la première personne qui perd dans une guerre, c'est la vérité. Et la facilité que les structures informatiques, les structures technologiques ont de convaincre le peuple africain de X ou Y en jouant sur ses émotions démontre avec quelle facilité il est possible de nous dire demain que, enfin pour atteindre X ou Y objectif, de nous dire demain que voilà, vous peuple camerounais, il s'est passé telle ou telle chose. Parce qu'on a remarqué que nous n'attendons pas de mener des enquêtes, de mener des investigations profondes. Nous tirons des conclusions sur la base que quelque chose qu'on a vu nous fait très mal. Or, ce n'est pas la même chose. Il faut distinguer entre ce qui nous fait mal et le fait de déduire de facto qui sont les auteurs sans avoir mené d'enquête préalable. Alors, Faustin Dikam, dans tous les cas, le président de la République, Hadi Issa Touré Bakary, au cours de ce point de presse mercredi dernier, a donc prescrit une enquête, et au terme de cette enquête, on devra savoir exactement ce qui s'est passé. Donc, en attendant dans le résultat des enquêtes, eh bien, on s'intéresse à une autre actualité, c'est bien évidemment l'élection présidentielle qui aura lieu le 7 octobre prochain. Le corps électoral a été convoqué lundi dernier par le chef de l'État. Tout au moins sur la forme, il n'y a pas de problème. Tout le monde s'accorde à reconnaître que cette convocation a eu lieu dans les délais prescrits par la loi. Effectivement, de façon constitutionnelle, c'était prévu
il fallait peut-être ne pas être vigilant pour savoir qu'à ce moment donné, le président de la République, qui est le garant de toutes les institutions, ne convoquerait pas le corps électoral. Et donc, il n'y a pas de surprise. Il l'a fait, il est resté légaliste jusqu'au bout des doigts. Et donc, il n'y a pas de surprise. Non, il n'y a aucune surprise du point de vue de la Constitution du Cameroun. Est-ce que c'est donc une réponse à ceux des partis politiques d'opposition, notamment, qui estiment que Paul Biya est le seul maître du calendrier électoral? Mais comment dire qu'il est le seul maître du calendrier électoral lorsque pour l'élection présidentielle, la Constitution a prévu un certain nombre de dates, une certaine période au cours de laquelle le président de la République, qui est le garant des institutions, doit convoquer le corps électoral. Je suis en train de citer là le ministre de la Communication du chef du cabinet, Jean-Robert Wafo, cité par le journal Mutation cette semaine, qui indiquait justement que c'est de l'injustice que ces partis politiques, que le président Biya soit le seul à maîtriser le calendrier électoral, sauf si, même s'il ajoute dans la chute de son analyse que le candidat du SDF est prêt et que tout le monde ira à cette élection présidentielle. Non, de l'incohérence, de l'incongruité. Wafo, c'est mon ami, c'est un ami que je connais très bien, avec qui j'ai souvent partagé ce plateau. Je crois qu'il y a eu de sa part quelques errements, peut-être dus à l'émotion qui charrie souvent ce genre de période pour les hommes politiques qui sont. Mais il faut dire que le président de la République, en convoquant le corps électoral pour le 7 octobre prochain, a strictement respecté les dispositions de la Constitution. Et je ne pense pas que ce soit Edmond qui est internationaliste ici ou bien le politologue qui me démentirait. Alors, Philippe Nanga, Paul Biya, en faisant proroger le mandat des députés, on se souvient qu'il y a quelque temps, il avait introduit un texte au Sénat, à l'Assemblée nationale, en tout cas, il avait introduit un texte au Parlement pour solliciter la prorogation du mandat des députés. Cette semaine encore, il a annoncé la prorogation du mandat des conseillers municipaux pour 1 an. En décembre dernier, c'était le 31, il indiquait que 2018 serait une année électorale. Il faut donc arriver à la conclusion qu'en fait, cette élection dont il parlait n'était que l'élection présidentielle. Et sénatoriale. Oui, avant d'y arriver, je voudrais quand même clarifier une chose à propos des exactions commises par l'armée ou les armées du monde. Les organisations de défense des droits de l'homme mettent en avant les exactions commises par les éléments des armées des pays, différents pays. Ce n'est pas pour jeter l'anathème sur l'armée. C'est justement pour mettre en avant, mettre en évidence les brebis galeuses qui existent partout. Et pour que les gouvernements prennent des mesures. Voilà. Il ne faut pas entendre dans les rapports produits par le REDAC et autres que l'armée camerounaise pourrait... Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Mais les éléments de force de défense doivent aussi bénéficier du regard aussi des droits de l'homme. Oui, vous savez qu'ils sont tous les jours victimes aussi des exactions. Bien entendu, et je peux vous garantir que si vous regardez les rapports du REDAC, justement, le REDAC relève à chaque fois les exactions commises également par les personnes armées qui sont notamment dans la zone anglophone, la zone dite anglophone en ce moment. Donc il n'y a pas de discrimination dans ce cas-là. D'ailleurs, le travail du REDAC aujourd'hui, il y a des ministres qui hier n'étaient pas forcément amis du REDAC, mais qui aujourd'hui, vu leur situation, incarcérés, poursuivis par le gouvernement dans lequel ils étaient, font appel au REDAC. Le REDAC ne dit pas non, hier vous étiez contre nous. Et là, c'est une interpellation subjective. C'est pour dire... Il ne faut pas attendre... C'est pour dire que... dans les liens de la justice... pour faire appel au REDAC. Justement, non, je suis d'accord avec vous. Mais c'est juste pour vous dire que nous ne faisons pas de discrimination. Quand vous êtes en situation difficile, nous venons à votre secours. C'est ça le rôle des défenseurs des droits de l'homme. Maintenant, en ce qui concerne la convocation du corps électoral, non. Il est évident que notre système électoral donne la faveur au président, ou alors le privilège au président de maîtriser le système, de contrôler le système et de contrôler le calendrier. Le président a des marges importantes. Au-delà des marges qu'il a, il a la capacité de prendre des décisions. Regardez par exemple pour les municipales et les législatives. Il a décidé de proroger. Il demande à personne. Il a la majorité au Parlement et donc il a consulté. Pour vous dire que oui, mais sauf que la loi, en même temps, dans le cas actuel par exemple, où la loi lui donne cette possibilité, mais avec un critère précis. Il ne s'est pas appuyé sur ce critère pour proroger. Non, monsieur, l'élection présidentielle je parle, est la seule élection... Je parle des législatives et des municipales. J'y viens. L'élection présidentielle, j'y viens, je sais de quoi je parle.
l'élection présidentielle est la seule élection au Cameroun, donc que la loi n'autorise pas de proroger. Oui. Or, les autres élections, le président de la République a toutes les prérogatives pour pouvoir la proroger. On a encadré cette possibilité. Oui. La seule possibilité pour que le président proroge le mandat des députés, c'est que nous soyons en situation de crise grave. Or, le président n'a pas évoqué ce cas. C'est pour dire que vous voulez le cas qu'il qu'il a évoque pour que évoqué. vous le sachiez. Non, le cas qu'il a évoqué. Parce que dans le texte, si on était, je suis désolé de le dire, dans un parlement normal, on aurait rejeté, n'est-ce pas, sa demande de prorogation, au moins sur le motif. Mais ça a été accepté. De traverser un moment de crise. Non, c'est pas une question. Non, oui, mais sauf que cela n'a pas été évoqué par le président, justement, dans l'exposé. On a la loi, il faut respecter la loi. Il a insisté sur le fait que ce serait difficile de tenir toutes ces élections-là. Non, la raison évoquée dans sa note, c'est le chevauchement des calendriers. Il n'a à aucun moment évoqué la crise. Okay. Donc, on aurait au moins rejeté ou bien demandé de corriger. C'est son droit. Le président de l'Assemblée nationale a clairement indiqué qu'ils l'ont fait à cause de la situation, dans son mot de clôture. Même si ça n'apparaissait pas expressément dans le texte qui a été envoyé. La demande du président, parce que le président lui parle de chevauchement. Par contre, le président de l'Assemblée lui reconnaît qu'en réalité, la situation... Donc nous revenons à la ligne de départ. Non, on n'est pas mais sauf que non, puisqu'on traite de la loi, et la loi, c'est le formel. Vous faites un document, produisez un document, une demande, vous envoyez, il faut qu'elle soit au moins sur le plan de la forme et du fond, qu'elle convienne à la loi. Or, sa demande ne convenait pas du tout à la loi. Ça, c'est une chose. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on dit qu'il contrôle le calendrier électoral. Parce qu'à tout moment, il peut décider de proroger de 6 mois, de 3 mois, de 18 mois. Et vous, les autres acteurs politiques, ne sont pas capables de maîtriser. Imaginez-vous, par exemple, toutes les formations politiques qui avaient déjà préparé leur stratégie, sachant que c'est cette année. Vous croyez que ça va être facile pour eux de se remobiliser pour un an? C'est pas évident. Donc, c'est en cela qu'on dit qu'il contrôle seul le calendrier électoral. Maintenant, même pour la présidentielle, il a une marge importante qui est quand même de 60 jours. Donc, que lui donne il peut jouer là-dessus, sur cette marge-là. 60 jours, c'est énorme. Effectivement. Bon, c'est énorme. Donc, c'est en cela qu'on dit qu'il a seule la maîtrise du calendrier. Et les autres concurrents ne peuvent pas, dans 60 jours, comment ils vont se préparer? Quand lui décide de convoquer le corps électoral, par exemple, 2 jours après, il peut aller déposer son dossier. Les autres sont presque surpris et donc doivent se préparer. Parce que vous savez que les dossiers, après, il y a une date péremptoire. Voilà. Mais vous savez quand même... Vous pouvez pas préparer les dossiers, les légaliser et attendre. Le président de la République a toutes les informations et toutes les cartes sur sa table pour savoir si, oui ou non, une élection est possible. Oui, Philippe André dit qu'il les a seuls, c'est ce qu'il dit. Mais c'est ça, donc... Vous vouliez qu'il les partage avec avec les autres concurrents politiques. Oui, mais parce que c'est la règle. Non, en matière d'élection, il y a des critères qu'il faut respecter. Vous ne pouvez pas faire conduire le processus à votre Non, guise. ce sont des prérogatives que lui garantissent la Constitution du Cameroun en tant que président de la République. Le Cameroun a ratifié la CADEC. Il ne le fait pas en tant que président d'un parti politique. Je suis désolé, le Cameroun, monsieur Biya, c'est lui. Il a ratifié la Charte africaine de la démocratie, des élections et la gouvernance, et il doit la respecter. Qui dit quoi? Et qui dit que en matière que l'élection doit garantir, n'est-ce pas, la transparence, l'équité. Non, monsieur, l'équité et l'honnêteté du Cameroun en matière d'élection. Non, en matière d'élection aujourd'hui, on ne peut pas seulement s'appuyer sur la Constitution du Cameroun. Oui, parce qu'il y a la CADEC qui est supérieure à ce qui est... Oui. C'est une réalité. Vous le savez très bien. S'il vous plaît. Nous sommes tenus de respecter, n'est-ce pas, ce qui est indiqué dans la Charte africaine qui est ratifiée par le Cameroun. Bon, encore que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Ce n'est pas si compliqué que ça. Mais il faut savoir qu'il n'y a que le président de la République, pour l'instant, au stade actuel des choses, au-delà de la Constitution de notre au-delà pays. de ça, justement, au-delà de ça, on est quand même dans un domaine qui est encadré au niveau national et international. Quand on parle d'élection, il y a des normes. Et ces normes sont inscrites dans des instruments. Le Cameroun a ratifié ces instruments. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques. On l'a ratifié. Donc il y a des instruments qui encadrent les processus électoraux. Ce n'est pas qu'on le fait comme on veut. Non. Vous le faites conformément aux normes qui sont introduites dans les instruments que vous-même vous avez ratifiés. Alors pour revenir, il ne peut pas y avoir élection
législatives et municipales cette année. Nous retenons ça. Oui, non, Et il n'y a nous pas de débat à là-dessus. l'élection présidentielle. Là, non, On s'en ne veut plus faire là, là, La présidentielle, par contre, Mais il faut qu'on comprenne. je relève que peut-être on va y arriver. Claude Fride Kanga, le président de la République, en reportant l'élection, non, en prorogeant le mandat des conseils municipaux, en prorogeant le mandat des députés, finalement donne l'impression que ce qui compte d'abord, la priorité, c'est, j'ai failli dire, son pouvoir. D'abord l'élection présidentielle et la légitimation de son pouvoir, non? Vous posez une question remplie d'ironie, on va même dire de sarcasme, parce que aussi bien les organismes internationaux que les Camerounais, notamment de l'opposition, ont désigné le président Paul Biya comme la doublure du prince de Machiavel. Vous savez qu'au Moyen-Âge, un écrivain que tout le monde connaît, il est né en 1469 et il est mort en 1527. Et le livre a été publié quelques années après sa mort en 1532, Il Principe, le prince. Et dans Le Prince, il est justement démontré que la préoccupation principale du prince est la pérennisation de son pouvoir. Une impression que le président Paul Biya laisse énormément dans le subconscient des Camerounais. Et d'une certaine façon, à juste titre, il n'est quand même pas le plus jeune des présidents. Mais maintenant, il faut se poser la question, la préoccupation principale du Cameroun ou des acteurs politiques est-elle la préoccupation principale de la société civile ? Je suis d'avis parce que ma conception de la politique, c'est que c'est l'organe régulateur pour mener à bien un projet économique pour le bien-être des populations. La politique est donc un moyen pour arriver vers cette fin-là et non la fin en soi. Mais quand on écoute le discours de nos acteurs de la société politique, on a l'impression que la politique est la préoccupation principale. Et c'est d'ailleurs ce que se partagent les pays d'Afrique francophone, le Mali, le Togo, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et ainsi de suite. Les problématiques du Cameroun, celles qui touchent à la population, sont surtout d'ordre économique. Ce n'est pas un slogan ou une caricature de dire que le Cameroun est l'Afrique en miniature ou l'un des pays les plus riches du monde. Je veux dire, nous avons la deuxième station pluviométrique au monde après l'Inde à Dibounsha. Et nous importons quand même, c'est l'Institut national de la statistique qui le dit, plus de 25% de céréales de plus l'année dernière que l'année précédente. Nous avons, avec la RDC, à peu près 80% des réserves de cobalt dans la planète tout entière. Nous avons tout ce qu'on peut trouver comme ressources minières et nous importons quand même les iPhones, les ordinateurs. C'est pour arriver à quelle conclusion? C'est pour arriver à la conclusion que l'Afrique gagnerait à industrialiser et à économiser son discours, à techniciser son discours, à parler à outrance du discours politique. C'est une question de forme. C'est vrai, les élections ont été prorogées, les municipales et les législatives. C'est vrai, ça peut porter préjudice à ceux qui voulaient un renouvellement, mais c'est erroné de croire que la préoccupation du Camerounais, de Bépanda, de Commando, est de savoir pourquoi les législatives ont été prorogées. Il se pose la question de savoir pourquoi le port de Douala, ou alors pourquoi Douala, qui est situé en bordure de mer, avec tous les avantages que cela procure, n'est pas un havre touristique à l'échelle mondiale qui rapporte au pays des devises, qui permettent de bâtir la Oui, ça c'est un grand débat. C'était un grand débat justement sur le lien qu'il y aurait entre la politique et puis l'économie de façon globale. Beaucoup estiment justement que la qualité de l'économie est tributaire de la qualité de la gouvernance, donc des acteurs politiques. Exactement, mais maintenant... Vous voyez l'inverse? Oui, mais non, je ne vois pas l'inverse, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, est-ce que la prorogation ou la tenue des élections immédiatement dénote de la qualité ou non? Est-ce que même un mandat éternel ou un mandat renouvelable une seule fois dénote de la qualité ou non d'un système? Mais Wilfred Kanga, sur cette question justement, ceux qui développent cette théorie-là, ou bien la théorie contraire, indiquent que la décision, je vais dire quoi, que les acteurs politiques qui sont choisis, ou les leaders ou les représentants du peuple qui sont choisis, peuvent justement apporter une autre façon de concevoir la vie politique et donc peut-être la politique économique qui peut avoir un impact direct sur les populations. Lorsque vous regardez la Chine, deuxième puissance économique mondiale avec plus de 12 000 milliards de dollars de devises, ou la Corée du Sud, qu'on présente comme un pays il y a une trentaine d'années au niveau du Cameroun et qui est aujourd'hui dans le top 15, le 11e pays le plus riche de la planète, vous vous rendez compte que ce sont les acquis économiques qui ont donné à ces pays-là une puissance économique internationale. Tout n'est pas dans, comme je viens de le dire, le cas de l'Allemagne par exemple, que j'ai la chance de connaître un peu,
le mandat, autant je suis opposé, par exemple, à la pérennisation de Paul Biya dans le cas du Cameroun au pouvoir, autant je garde à l'esprit qu'il y a des pays où nous avons des mandats renouvelables à vie, comme l'Allemagne, et certainement beaucoup de Camerounais ne le savent pas, mais qui est quand même, avec plus de 3500 milliards de dollars de richesse, le pays, la première économie européenne. Donc tout dépend de la capacité et du pragmatisme qu'a l'acteur politique en poste actuellement d'élaborer des projets qui, justement, concourent au développement et aux conditions de vie de ses compatriotes. Edmond Kamga, alors qu'on n'avait pas fini de spéculer sur cette convocation du corps électoral, Paul Biya a annoncé sa candidature. On se souvient qu'en début de semaine, que ce soit le jour qui titrait, ce sera le 7 octobre prochain, au Cameroun Tribune, Mutation le lendemain disait Paul Biya a 10 jours pour annoncer sa candidature. Et là-dedans, je crois qu'il y avait une interview du secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Ona, qui indiquait que bientôt les doutes seront levés sur la candidature de Paul Biya. Et effectivement, on l'a appris en fin de semaine, le président Paul Biya a annoncé sa candidature. Je voudrais qu'on fasse une analyse sur deux angles. D'abord sur la forme. C'est par un tweet que le chef de l'État annonce sa candidature. Oui, s'il te plaît. Et surprise. Oui, je vais répondre à ta question, mais je tiens à développer un peu sur les points qui ont fait l'objet de débat tout à l'heure entre Faustin Dikam et M. Nanga sur la marge de manœuvre dont dispose le chef de l'État, notamment en matière de calendrier électoral au Cameroun. Je voudrais dire... Et peut-être même sur la prééminence, sur la des lois prééminence internationales, sur des conventions internationales, sur les juridiques. instruments juridiques nationaux. Tout à fait. Le Cameroun a signé des pactes et des traités, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été cité. Le Cameroun également est signataire de la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Le Cameroun est signataire de beaucoup d'autres documents importants en matière de démocratie et de gouvernance, et surtout des droits de l'homme, des droits civils et politiques, qui ont été ratifiés. Ça, il faut le préciser, qui ont été ratifiés. Cela signifie qu'ils ont été incorporés dans le dispositif de la législation camerounaise et qui peuvent être invoqués dans le cadre des débats comme celui-ci et même dans la pratique. En matière de primauté ou de supériorité, en droit constitutionnel, dans le droit international, il faut le dire, les pactes et traités sont situés au-dessus de la Constitution. Mais dès lors qu'ils sont ratifiés, ils font partie, n'est-ce pas, du dispositif législatif, normatif, qui s'applique au Cameroun. Ça, il faut le souligner, et ça, c'est important. Et je dois dire qu'en réalité, la plupart de ces documents-là ne contredisent pas fondamentalement les dispositions constitutionnelles, notamment le préambule de la Constitution du Cameroun, qui fait partie, et ça a été clarifié dans cette Constitution, intégrante de la Constitution. Donc, en réalité, les documents, pactes, traités, chartes qu'on a cités tantôt, font partie de l'arsenal juridique camerounais qui s'applique au Cameroun. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, je pense qu'on ne devrait pas faire un débat au niveau de la supériorité ou de l'infériorité, parce que tout est incorporé, parce que ratifié. Ça, c'est une précision de taille. La question maintenant, c'est au niveau de l'application. Maintenant, la question, c'est au niveau de l'application. Et sur ce point précis, restons dans les textes et invoquons le code électoral, puisque le fond, c'est le code électoral. Le code électoral, la loi du 19 avril 2012 qui a été modifiée, portant code électoral, qui a été modifiée par une autre loi, celle du 21 décembre 2012, notamment. Tout à l'heure, j'ai cité l'article 86, n'est-ce pas, qui a permis au chef de l'État, parce que le décret, c'est par un décret que le président de la République convoque le code électoral. Ça, c'est conformément à l'article 86. Maintenant, la question que tu posais, c'était l'article 123 de ce code électoral, qui dit que les déclarations de candidature doivent être faites en double exemplaire dans les 10 jours suivant la convocation du corps électoral. Et on sait que le corps électoral a été convoqué le 9 juillet. La date butoir, c'est le 19 juillet. Le chef de l'État annonce sur Twitter le vendredi 13 juillet. C'est-à-dire, il est dans les délais. Le corps électoral a été convoqué dans les délais. Sa déclaration de candidature a été convoquée dans les délais. Sur Twitter. Là... Oui, ça, c'est sur le plan du droit. Oui. Maintenant, peut-être pas sur le timing. Là, c'est pas le timing qui m'intéressait beaucoup. Maintenant, c'est sur la forme. Je vais dire un tweet. Est-ce que... Il n'a pas pris tout le monde de court, le président Biya. Pris de court en annonçant... Non, je veux dire que sur Twitter, il aurait pu choisir en 2004 et en 2011, c'est par un discours à la nation que le président de la République annonce sa candidature à l'élection présidentielle. Oui. Beaucoup s'attendaient peut-être à ce que ce soit pratiquement la même forme. Oui. Et là, il a choisi un tweet. Oui, je pense qu'il est libre
D'ailleurs, il a voulu coller simplement à la modernité. Je pense qu'il a voulu coller à la modernité. Et en réalité, je pense que, à sa manière, il a répondu à quelque chose qu'on lui reproche souvent. C'est-à-dire, vous savez que depuis un certain temps, ce sont les réseaux sociaux qui sont au cœur de l'actualité. Beaucoup d'informations sont d'abord véhiculées dans les réseaux sociaux avant d'être même commentées par la presse écrite et par les médias audiovisuels. Alors, il a voulu ainsi jeter comme un bouteille à la mer là où les débats actuels sont les plus virulents, donc sur les réseaux sociaux. Et en cela, on ne peut pas lui faire ce reproche, parce que n'importe quel autre candidat à l'élection présidentielle pouvait le faire. Les autres ne l'ont peut-être pas fait de cette façon, ont voulu rester dans les pratiques habituelles, c'est-à-dire aller à la direction générale de l'ECAM et peut-être faire une déclaration à la presse par la suite. Donc, on ne peut pas le lui reprocher, on peut simplement dire qu'il est resté en accord ou en harmonie avec la modernité, les réseaux sociaux. Mais ce qui est important, davantage à retenir là-dessus, c'est le gros débat qu'il y a eu, de savoir si c'était opportun pour lui d'être candidat ou pas. Là, on revient là-dessus, ça c'est sur le fond. Alors sur la forme, Philippe Langa, le président de la République annonce donc sa candidature par un tweet. Edmond semble indiquer que c'est un peu par mimétisme, c'est pas le mot qu'il a utilisé, mais pour dire bon, pour faire comme les autres, et bien bon, voilà, il a fait. Est-ce que fondamentalement, il y avait là-dedans un souci d'efficacité? Je pose la question parce que lorsqu'on regarde, on dit que le président de la République sur Twitter est suivi par 328 000 followers. Lorsqu'on compare avec d'autres chefs d'État, le pape François est suivi par 47 millions de followers, le président Donald Trump par 52 millions de followers. Est-ce que c'était fondamentalement par souci d'efficacité que le président a choisi ce tweet, ou bien vraiment c'est par conformisme, c'est pour rester avec les autres, comme va sembler indiquer Edmond Kangia? Bon, je crois que le ministre de l'Enseignement supérieur aux femmes d'Ongo a donné une explication à cela. Dans leur jeu politicien, ils ont estimé qu'il faut montrer que le président est peut-être une personne âgée, mais qui peut utiliser les mécanismes des jeunes. C'est comme ça qu'il explique ça. Il faut dire qu'il n'est pas tout à fait vieux. Voilà. Ça donne un clin d'œil à la jeunesse camerounaise. Donc, mais bon, en même temps, vous relevez l'efficacité ou bien la différence qu'il y a entre son tweet et les autres, comment c'est suivi. En même temps aussi, on n'a pas besoin d'attendre la déclaration de candidature pour faire un tweet. Et qu'il le fasse déjà pour d'autres choses. Voilà. Moi j'ai trouvé par contre, mais bon, encore on sait comment ça se gère les tweets ici. Il faut aller sur son pouvoir. C'est pour ça que je dis il faut déjà savoir comment on gère. Parce que même le ministre ici, là, on sait comment. Si vous les attaquez sur Twitter ou bien sur Facebook, c'est pas eux qui vont répondre. Bon, maintenant, pour l'instant, on parle du candidat. Maintenant, moi, je trouve intéressant qu'il soit allé donner cette information importante dans les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un débat sur la crédibilité des informations dans les réseaux sociaux. Ça veut dire que le président reconnaît la crédibilité des informations qu'on peut aller chercher dans les réseaux sociaux. C'est ça que moi je trouve intéressant. Et donc, il coupe le débat pour ceux qui disent qu'il ne faut pas aller dans les réseaux sociaux parce que c'est les emmerdeurs, c'est les machins. Le président nous dit non. Allez désormais là-bas, il y a la bonne information là-bas. Donc, ne pas remettre systématiquement en question et en doute les informations, parce qu'effectivement, dans l'environnement de doute, de suspicion actuel, beaucoup de gens n'ont pas pris au sérieux ce tweet. Oui. Et beaucoup de gens n'ont pas pris au sérieux ce tweet. Il a fallu attendre la journée passée pour que les gens aient la confirmation. Il a fallu avoir le relais de la société civile pour que les gens confirment qu'effectivement c'était un vrai tweet. Donc pour dire que c'est intéressant pour les uns et les autres aussi de comprendre que effectivement les réseaux sociaux sont un espace crédible qu'il faut utiliser. Parce que là-dedans on peut construire beaucoup de choses, même s'il doit être encadré, mais c'est un espace utile. Avant de rentrer dans le fond, Faustin Ekam a observé le process qui a été mis en place par les communicants du chef d'État, notamment dans ce cas-là. On voit très bien que finalement, ils bossent, ces communicants expatriés qui sont en activité au palais des militaires à Yaoundé. Bon, c'est vous qui savez qu'ils sont expatriés ou pas. Moi, je sais simplement que lorsque j'ouvre le site de la présidence de la République, je vois qu'il y a des informations actualisées. Je vois qu'il y a des tweets du président de la République. Je vois qu'il y a le journal, par exemple, du cabinet civil
le temps de réalisation, je pense, qui est publié. Donc moi je dis, je ne sais pas si c'est des expatriés ou pas, c'est ce que je vois, c'est sur la toile, tout simplement. Et je voulais simplement dire que le président de la République, comme tous les autres, et comme il a indiqué tout à l'heure, sait très bien que les réseaux sociaux ont une bagatelle d'informations qui sont véridiques. Il n'a jamais dit que tout ce qui se passait dans les réseaux sociaux était un peu de la gnognotte. Non, tout simplement parce que lui-même a constaté que le plus souvent, il y a beaucoup d'intellectuels qui interviennent dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de hauts responsables du monde qui interviennent dans les réseaux sociaux. Et il y a en même temps beaucoup du moins bon et même du franchement mauvais qu'il y a dans les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut tirer des réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de bien. Et c'est pour cela qu'il va vers les réseaux sociaux pour dire, comme tout le monde est porté vers les réseaux sociaux en ce moment, ceux qui sont pour la bonne information, ou bien je vous donne la bonne information, ce que je me représente. Maintenant, le débat, c'est celui que mon ami Edmond dit, mais écoutez, à partir du moment où nous autres Camerounais, nous avons accepté que le verrou sur on y arrive. Je donne d'abord la parole à Claude Free. D'abord sur la forme, avant d'entrer dans le fond du débat. Le moyen, ce support utilisé par le président de la République, ça veut dire que le président est en train de s'arrimer aux techniques de communication politique moderne, c'est bien cela? Vous avez raison de préciser qu'il s'agit d'une question de forme, parce qu'il est clair que le fond n'est pas là. Dans un pays, la préoccupation principale des citoyens n'est pas de savoir pourquoi le président s'est exprimé par Twitter ou par autre chose. Disons que ça relève de la communication politique, évidemment. Comme ça a été mentionné ici, les aspirations personnelles de chaque candidat déterminent la façon dont il communique. Le président Donald Trump, par exemple, a priorisé Twitter parce qu'il ne fait pas confiance aux Times, aux Financial Post, en tout cas aux journaux conventionnels. Il dit qu'il est plus à l'aise quand il détermine lui-même l'heure, le timing auquel il communique. Donc pour le président Paul Biya, je m'aligne avec les éléments l'heure, le timing auquel il communique. Donc pour le président Paul Biya, je m'aligne avec les éléments qui ont été évoqués, c'est-à-dire il y a 7 ans, évidemment, ce n'était pas encore autant à la mode, c'est-à-dire l'effet de style n'était pas encore le même qu'aujourd'hui. Donc maintenant que les réseaux sociaux ont accru leur présence dans le paysage politique, ils communiquent de manière à ce que, pour sa cellule de communication, on dit à la population, regardez votre président, il est dans l'air du temps, il communique avec vous. Relevons cependant que l'un n'exclut pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'on écrit sur Twitter qu'on ne peut pas aussi à travers la télévision. D'ailleurs, vous l'avez évoqué, il a fallu la confirmation par la télévision pour que les gens aient la preuve irréfutable que c'est vraiment lui. Ce qui nous renvoie à la question de départ sur la vidéo. Pourquoi nous procédons de cette façon sur la communication du président et nous n'attendons pas l'élément définitif pour conclure à la provenance d'une vidéo qui nous fait mal. Donc, dans un souci de rationalité, dans un souci de pragmatisme et de raison, il faut justement comme ça qu'on procède de manière scientifique pour conclure sur les choses. Mais le tweet du président, bon, il en a le droit, c'est une méthode comme une autre, c'est un message qu'il communique, mais on ne doit pas perdre de vue les questions de fond. Quelle est la Et justement sur le fond, c'est un mot sur ce texte, le président dit: chers compatriotes du Cameroun et de la diaspora, conscients des défis que nous devons ensemble relever pour un Cameroun encore plus uni et prospère, j'accepte de répondre favorablement à vos appels pressants. Je serai votre candidat à la prochaine élection présidentielle. Là, on passe de la communication politique à la manipulation de communication. Vos appels pressants, évidemment, ça part du principe, ça sous-entend que la société tout entière a pressé le président de se porter candidat et que personnellement, s'il n'y avait pas eu cette pression, il aurait renoncé. On sait bien qu'il n'en est rien, on sait bien que ça relève toujours de la communication. Que font les présidents de l'Afrique francophone de manière générale, c'est-à-dire suite à l'appel du peuple, j'ai décidé de me porter candidat. Je suis entre le marteau et l'enclume, je suis obligé de renouveler l'article X de la Constitution parce que le peuple me réclame et ainsi de suite. Le fond, quand je dis les questions de fond sont ce qui préoccupe les Camerounais, je ne parle pas du fond du texte, je parle du fond du projet. Parce que le texte en lui-même, il faut se le dire, il est d'une abstraction assez absolue. Les défis pour un Cameroun uni, quel défi et quel mode opératoire pour le Cameroun uni? Est-ce que lorsqu'on parcourt le texte, est-ce que cela veut dire, il ne faut pas conclure, lorsque le président de la République dit conscient des défis que nous devons ensemble relever pour un Cameroun encore plus uni, cela peut peut-être dire qu'aujourd'hui l'unité du Cameroun est questionnable? L'unité du Cameroun, elle est questionnable, mais en même temps, il faut distinguer entre l'unité nationale et l'État unitaire.
C'est-à-dire la forme de l'État. Est-ce que quand on changera, est-ce que parce qu'on est justement République du Cameroun qu'on est forcément un pays uni? Est-ce que si on devient République fédérale, on peut quand même rester uni en tant que Camerounais? Est-ce qu'en fait, il y a un problème dans l'élaboration de la communication et des projets politiques de nos acteurs? C'est un souci de transparence. Les défis du Cameroun, évidemment, il a raison de dire les défis du Cameroun, mais maintenant il faut étaler, détailler quels sont les défis du Cameroun. Et je reste péremptoire sur le fait que les défis du Cameroun sont principalement économiques. Même la guerre en... Est-ce que cela ne transparaît pas dans ce texte, Claude Wilfried, lorsqu'il dit, pour un Cameroun, il dit des défis que nous devons ensemble relever, pour un Cameroun encore plus uni et prospère. Le défi serait ici certainement l'unité et la prospérité, non? Exactement, je n'ai pas dit que c'était faux, c'est pour ça que je n'ai pas dit que c'est faux, j'ai dit que ce n'était pas concret, c'était abstrait, c'était très abstrait. Il est important de montrer aux Camerounais que comme dans le siège de la guerre de Biafra, par exemple, entre 67 et 70 au Nigeria, où on a monté les Haoussa, les Ibo, les Yoruba et ainsi de suite contre les autres, on a monté le général Gowon contre le général Ojukwu, les principaux enjeux étaient la manne pétrolière dans la région du Biafra que voulait s'approprier Total et qui appuyait la sécession contre les Britanniques, Américains, Soviétiques, avec British Petroleum, et etc. Donc, d'une certaine façon, même la crise que nous avons aujourd'hui dans les régions nord-ouest et sud-ouest vient du fait que les ressortissants de cette partie du pays-là se sentent d'une certaine façon économiquement lésés. Évidemment, c'est le cas de tous les Camerounais, mais ils ont la perception que eux sont particulièrement lésés par une politique économique, une politique de richesse qui profite principalement au gouvernement central à leur détriment. C'est pour ça qu'ils veulent un État personnel. Donc quand on dit les défis pour un Cameroun uni, il faut déjà qu'on reconnaisse que la faiblesse économique du pays est le terreau fertile pour ces fameux malentendus et qu'on élabore de manière... Et qui peut hypothéquer sérieusement justement l'unité du Cameroun. Exactement, et qu'on élabore de manière visible les stratégies qu'on a à mettre sur pied pour résoudre le problème. Alors, Edmond vous indiquait tout à l'heure qu'il fallait interroger, vous avez dit quoi, l'opportunité de cette candidature? Oui, tout à fait, l'opportunité de la candidature. Mais tout en restant dans le contexte social et économique et en questionnant, n'est-ce pas, les statuts du RDPC, je voudrais reconnaître que selon les dispositions des statuts du RDPC, le président national est le candidat naturel du parti à l'élection présidentielle. Oui. Donc, il n'y a pas de débat sur sa candidature en tant que celui-là qui va porter la voix du RDPC. Mais le problème, c'est au-delà du RDPC. C'est-à-dire qu'au niveau national, est-ce que, compte tenu... Oui, encore que là même, il y a eu des interrogations pour certains qui attendaient soit un congrès extraordinaire ou je sais pas quoi, ou une réunion du bureau politique, rien de tout cela, le président a annoncé sa candidature. Ce sont des questions internes au parti. Et je ne vais pas rentrer dans les questions internes du RDPC dont je ne suis pas membre. Je suis d'ailleurs membre d'aucun parti politique. Je m'interroge tout simplement sur la manière dont les actes sont pris et l'interprétation qu'on peut leur donner. Et sur la question précise que tu as posée, sur l'opportunité de la candidature du président de la République, il y a véritablement débat là-dessus. Le débat n'est pas nouveau. Si on faisait un vox pop ou un référendum au Cameroun sur cette question, avant que le président ne dépose sa candidature, je crois qu'on serait très très surpris par les réponses que l'on aurait. Parce que les Camerounais sont très divisés sur cette question. Il y en a qui auraient aimé, y compris dans le RDPC, que Paul Biya ne soit pas candidat à l'élection présidentielle cette année. J'ai dit, mais y compris dans le RDPC. Et je m'appuie justement sur un de nos reportages sur le terrain. On a un correspondant dans la région du Sud qui a interrogé, n'est-ce pas, les militants du RDPC sur cette opportunité pour le chef de l'État d'être à nouveau candidat à sa succession. Beaucoup dans le RDPC, dans l'Anvila et Bolova, disent que l'idéal aurait été pour lui de laisser un autre candidat du RDPC. Des militants qui ont requis l'anonymat, il faut le préciser. Oui, bien sûr qu'ils ont requis l'anonymat. Imaginez, ils ne peuvent pas, n'est-ce pas? Mais nous les connaissons. Ils ne peuvent pas se déclarer ouvertement. On sait comment les choses se passent dans ce pays depuis au moins le retour au multipartisme en 92. Oui, mais quand il y a congrès du RDPC, on voit bien qu'il y a des candidats contre le président Biya. Mais c'est la forme. Tout le monde sait que c'est pour la forme. Ils ne sont pas assassinés le lendemain. Non, tout le monde sait que c'est pour la forme. Quand René Zengela était candidat lors d'un récent congrès, on savait que c'était pour la forme, que en fait c'était pour donner l'impression que c'est vraiment un parti démocratique. Mais avant de chuter, je dois dire vraiment sur ce point précis que sur la candidature de Paul Biya à sa succession, il est resté dans les délais. Ça, il faut le noter par rapport au code électoral. Mais le débat c'était...
Maintenant, sur l'opportunité, je crois que la question reste. Sur l'opportunité, est-ce qu'il fallait... Parce que, je le dis par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à l'ensemble des crises que nous avons sur le territoire, la crise anglophone, qui est devenue une guerre pratiquement dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec ce qui se passe dans l'extrême nord, avec les centaines de milliers de réfugiés centrafricains que nous avons à nos portes à l'Est. Il y a certains dans le parti, dans le RDPC, qui estiment que... Mais il n'y a pas mieux que lui, parce qu'il a l'expérience et la sagesse pour mieux gérer ces problèmes. Donc, la question demeure. Faustin Brol a envie de répondre avant que je vous parole. Moi, je suis étonné. Hein, je suis étonné par l'agitation et la gesticulation qui s'est emparée de certaines personnes lorsque le président Biya s'est... naturellement porté candidat. Bon, nous, à Tribune d'Afrique, nous avons dit le mercredi, à la une de notre journal, à la grande une, qui sera candidat. Parce que tous ceux qui connaissent bien le président Biya savaient très bien qu'au regard de tout ce qui se passait avant, depuis environ 2 ans, il se préparait à être de nouveau candidat. En même temps, il y a une actualité récente autour de la sortie de l'ambassadeur des États-Unis, entre autres, qui pouvait quand même amener également à interroger... Vous avez vu les différentes sorties du président de la République, que ce soit lorsqu'il reçoit les lions indomptables au Palais de l'Unité, où il fait des selfies avec elle, que ce soit lors de ses sorties par rapport à la communauté internationale et autres. Tout le monde savait et voyait qu'il était en train de se préparer pour se représenter. Et vous avez vu qu'au sein du RDPC, il y a eu un élan de meeting multiforme qu'il appelait à chaque fois à se représenter. Ça a duré depuis 2 ans. Qu'à chaque meeting, que ce soit ici à Douala, que ce soit partout dans le pays, tout le monde, en fait tous les militants du RDPC, demandaient à leur chef, à leur héros de se représenter. Donc, et à plus, sur le plan constitutionnel, lorsque nous avons fait sauter la limitation sur le verrou sur la limitation des mandats, nous attendions à quoi? Alors désormais, la Constitution autorise le président de la République, même s'il a fait 100 ans déjà au pouvoir, et qu'il se sent encore capable de continuer à diriger le pays, qu'il sent qu'il peut encore avoir la confiance de ceux qui l'ont placé où il se trouve. Pourquoi vous pouvez avoir des problèmes lorsqu'il se représente? Laissez de se représenter parce que la Constitution lui autorise de se représenter, même s'il en a déjà fait le nombre d'années que les uns et les autres ne veulent pas. Non, de toute évidence, ces personnes sur ce plateau n'est opposé à cette... Donc moi je dis tout simplement que le président de la République est dans son droit de se représenter. Il reviendra donc maintenant au peuple camerounais souverain et même à ces militants du RDPC que mon ami Edmond évoquait tout à l'heure, qui sont contre, de montrer dans l'urne qu'effectivement, ils sont contre ou pour la reconduction du président Biya pour un nouveau bail. Alors Philippe Langa, au-delà de l'annonce de la candidature, de la convocation du corps électoral, il y a la question du contexte dans lequel va se dérouler cette élection-là. En ce moment, il y a une crise qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Selon les chiffres qui ont récemment été évoqués, il y a 75 000 personnes environ qui sont déplacées, soit environ 66 000 dans la seule localité, la seule région du sud-ouest. On a vu les conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections sénatoriales en avril dernier, où dans le sud-ouest, dans certaines localités du sud-ouest, notamment dans le Libialem, on a été obligé de délocaliser des bureaux de vote. Beaucoup se demandent si, en octobre 2018, donc dans quelques mois, là, on pourrait tenir des élections crédibles. Est-ce que c'est une appréhension qui vous habite également? Naturellement. Naturellement, quand on écoute le message de clôture du président de l'Assemblée nationale, qui évoque cette difficulté pour justifier la prolongation du mandat des députés et des conseillers municipaux. Et la question fondamentale, c'est comment est-ce qu'il compte lever cette difficulté avec la présidentielle? C'est ça la question fondamentale. Parce que si vous reconnaissez que le contexte, ils le reconnaissent, que le contexte actuel ne permet pas qu'il y ait élection, mais vous programmez quand même une élection, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème.
Parce qu'ils le reconnaissent, dans tous les cas. Donc, non, ils ne reconnaissent pas que le contexte actuel ne permette pas qu'il y ait élection. Ils reconnaissent que le contexte actuel permet qu'il y ait des élections, mais sauf qu'il y a 2 régions des 10 du Cameroun qui sont perturbées. Non, c'est vous. Vous pouvez relire, puisque c'est en ligne, je pense que c'est disponible, le discours du président de l'Assemblée nationale. Il dit clairement... Le président de l'Assemblée nationale n'est pas le président de la République. Mais le président oui, mais le président est candidat. Ce n'est pas le président... Ce n'est pas un candidat qui doit nous donner le contexte. Non, mais ce n'est pas un candidat qui doit dire si le contexte est favorable ou pas. Voilà, et le président de l'Assemblée n'est pas le président du Parlement. Dans l'état actuel, dans l'état actuel, le président de l'Assemblée nationale est plus crédible que le président de la République qui est candidat. Mais monsieur, dans le cas actuel, justement, ce n'est pas le président de l'Assemblée qui investit le candidat du... Il ne s'agit pas d'investiture, on parle du contexte. On parle de l'appréciation du contexte. C'est un avis. C'est un avis que le président de l'Assemblée a donné. Ben oui. N'est-ce pas? Il représente mais ce n'est pas l'évangile qui est discutable. Ah, d'accord. Voilà. Mais sauf que même le président, dans tous les cas, puisque c'est ça qui est validé au niveau de l'Assemblée, qu'on proroge à cause de ça, à cause de cela. Le chevauchement. Non. Ils n'ont pas parlé de chevauchement. Ils n'ont pas parlé de chevauchement. Ils ont évoqué le contexte. Sécuritaire. Je pense qu'il est évident que le contexte actuel ne permet pas, parce que il n'y a pas que les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a le Grand Nord, il y a l'Est, il y a la Damawa. Donc, il faut savoir que le président de la République est quand même assez responsable. Pour savoir qu'il y a tout cela, il en sait même peut-être mieux que nous qui sommes sur ce plateau, qu'il y a beaucoup de difficultés. Mais c'est à lui de nous dire concrètement pourquoi est-ce qu'il peut donc avoir appelé les Camerounais au vote le 7 octobre pour une élection présidentielle, sachant que le pays... C'est pour ça que la question est en débat là. Voilà. Et si la question ne se poserait pas, on ne serait pas en train d'en débattre. On en débat parce qu'il a pris une option et on s'interroge. Il y a une contradiction quand même en évidence. C'est-à-dire que le contexte est là. Son entourage reconnaît que le contexte est difficile. Il proroge les autres élections parce que le contexte est difficile, mais il convoque quand même l'élection présidentielle dans le même contexte. Il est évident qu'on a eu une élection qui a réuni à peu près 10%, n'est-ce pas, du corps électoral actuel, ou un peu moins, et on a vu la difficulté qu'il y avait à conduire cette élection-là. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'il est possible, n'est-ce pas, de conduire raisonnablement la présidentielle dans ce contexte actuel. Il y a un souci majeur qui va se poser, c'est la crédibilité et la légitimité. Donc, on va peut-être avoir légalement un président qui va être élu parce que on aura exclu 1 million d'électeurs, parce que je vous rappelle que les chiffres actuels de l'ECAM nous indiquent que le sud-ouest et le nord-ouest font à peu près 700 000 inscrits. Et donc ces 700 000 inscrits, aujourd'hui, risquent de ne pas participer au vote du président de la République. C'est quand même un problème. Effectivement. C'est quand même un problème. Donc, je crois que le président nous entraîne dans une situation incertaine qui, à mon avis, n'est pas une bonne situation. Celle du crédit et de la légitimité. Et moi, je dis, pour lui-même, aujourd'hui, qu'on peut considérer comme un patriarche, je crois que ça n'est pas, à mon avis, sage, n'est-ce pas, de se mettre dans cette situation difficile. Vous savez, je vais vous dire, écoutez, je vais vous dire, moi, je suis originaire de l'Ouest. On a l'habitude de dire là-bas sur les montagnes à l'Ouest qu'on ne peut pas se lever tôt le matin, aller à la rivière et revenir à la maison avec de l'eau sale. Si le président Biya, qui est assez responsable, qui a déjà passé 36 ans au pouvoir, reconduit, amène les Camerounais à une élection présidentielle pour le 7 octobre prochain, dans les conditions que vous venez de décrire, eh bien, laissons l'histoire faire son jeu. Alors Claude Rufré-Kanga, deux questions. La première en rapport avec l'opportunité de la candidature du président Biya, et la deuxième sur le contexte dans lequel se déroule où se prépare cette élection présidentielle. Sur la question de l'opportunité, les confrères du journal Signature ont souligné justement que le Cameroun est à la croisée des chemins, en évoquant le contexte, en décrivant le contexte à la fois économique, financier et même sécuritaire, qui, du point de vue de ces confrères-là, est assez préoccupant.
Il parle d'un Cameroun qui est aujourd'hui sous ajustement structurel avec le FMI et la Banque mondiale, et donc qui sur le plan financier, c'est pas la grande forme. Ils évoquent également le contexte sécuritaire, avec notamment ces enlèvements dans les régions du Sud-Ouest. Et il faut rappeler que cette semaine, le convoi du ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, Joseph Viti Assomo, a été attaqué dans le Sud-Ouest entre Kumba et Kondo Titi, précisément au niveau de Small et Kombe. Donc, évoquant dans ce contexte sécuritaire, beaucoup se demandent si, effectivement, c'était le moment idoine pour organiser cette élection présidentielle. Est-ce que c'est une préoccupation que vous partagez? Lorsque vous demandez si c'était le moment idoine, vous impliquez que c'est une question où on peut faire un choix. Or, il s'agit d'une législation, il s'agit d'une question qu'imposent les textes. Le mandat du président... Qui n'est pas figé. Le mandat du président, on vient de le dire tout à l'heure, la Constitution ne permet pas au président de proroger le mandat présidentiel. Il y a des mécanismes qui auraient dû être, qui pouvaient, selon certains, mais c'est ça, ça ne relève plus de la loi. Évidemment, ça ne relève plus de la loi. C'est ces mêmes mécanismes qui, une fois manipulés, amènent la critique envers le président Paul Biya de modifier à outrance la Constitution, dont à la fin, il n'est pas rationnel de fustiger une chose et son contraire. Et Dieu sait que fondamentalement, à titre personnel, je n'approuve pas le président Paul Biya dans le contexte actuel. C'est donc au forceps que le président organise dans cette élection présidentielle du 7 octobre? Non, pas du tout. C'est pour ça que je vais, avec tout le respect que j'ai pour l'intervention précédente, m'inscrire absolument en faux contre cela, parce que en tant que citoyen lambda, je peux ne plus vouloir que le président se représente, mais contrairement à ce que l'on croirait, la tenue des élections à la fin de cette année, le 7 octobre, ne discrédite pas le président de la République, mais discrédite plutôt l'opposition qui dit que le contexte n'est pas approprié. Parce que les raisons pour lesquelles il y a des revendications actuelles, c'est qu'on s'oppose à la politique du président Paul Biya et on voudrait qu'il s'en aille. Maintenant, l'histoire nous donne la possibilité de le faire partir de manière légale, même sans effusion de sang, et les mêmes qui veulent qu'il s'en aille lui demandent de se pérenniser au pouvoir. C'est très paradoxal, c'est-à-dire à la fin, on ne sait plus se faire recruter. Les opposants ne sont pas contre sa candidature. Quand je parle de la convocation, ils ne sont pas contre la convocation. D'ailleurs, même, ils se présentent même les uns après les autres. Ils ont commencé à déposer leur candidature. Au contraire. Quand je parle des opposants, je ne parle pas des partis politiques opposants. Je parle des voix des opposants à la décision, notamment ceux qui sont dans les régions en crise actuellement et qui, justement, concourent à la violence dans ces régions qui rend difficile la tenue des élections. Cela signifie que ce n'est pas à cause de Paul Biya que les élections auront du mal à se tenir au nord-ouest et au sud-ouest. Au contraire, c'est à cause de ceux-là qui veulent le voir s'en aller. Ils mettent une situation qui amène la discussion sur la table. Le président Paul Biya devrait peut-être proroger son propre mandat le temps de résoudre la crise. Est-ce que ce contexte-là, justement, ne pourrait pas remettre en question la crédibilité de cette élection, parce que ce que la crédibilité de l'élection est remise en cause à partir du moment où le président crée une situation d'instabilité qui empêche la tenue des élections. Dans le cas d'espèce, c'est pas le cas. Dans le cas d'espèce, c'est ceux-là qui sont les plus farouchement opposés à la présidence de Paul Biya qui mettent les conditions qui rendent difficiles les élections. Et la problématique à ce niveau, c'est que en demandant au président Paul Biya de rester au pouvoir le temps de résoudre la crise, on court le risque qu'une fois la crise résolue, sa popularité soit plutôt renforcée. Personne ne lui a demandé. Moi, je voulais la demander. Je voudrais ajouter, pour terminer sur ce sujet, que par moment nous devons faire appel à une certaine culture politique. En 1942, et je parle sous le contrôle d'un internationaliste, l'Amérique est en guerre. Et Roosevelt est malade. Mais Roosevelt se présente aux élections. Et l'Amérique tout entière dit, mais écoutez, voilà un monsieur, non seulement qui est malade, mais qui a mis le pays en guerre et qui se présente aux élections. Mais la guerre, c'est pas en Amérique. Mais les Camerounais... La guerre, c'est pas en Amérique. Non, je ne suis pas en train de le dire. Je veux prendre juste un exemple pour dire que les Américains ont dit non. Nous allons voter Roosevelt, bien qu'étant malade, pour lui permettre de faire sortir l'Amérique de la guerre qui a été créée pendant qu'il était président. Roosevelt est reparti et après la guerre est terminée en Amérique. Donc c'est pour vous faire comprendre que, quelle que soit la situation sécuritaire du pays, le président de la République sait intimement, intuitive personne, et pourquoi il se présente. Peut-être que dans sa vision, il voulait laisser aux Camerounais
le pays qu'il a reçu. Ok. Un pays en paix, un pays sans guerre. Je termine avec Claude Wilfried et puis je reviens. Je termine avec Claude Wilfried. Claude Wilfried, sur le deuxième aspect, Oui. en rapport avec l'opportunité de la candidature du président Biya. Le confrère signature, j'ai cité tout à l'heure, indique que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, en présentant un pays qui est dans les tourments, est telle qu'il faut interroger effectivement cette opportunité de la candidature. Et moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'il n'aurait pas été irresponsable pour le président Biya de ne pas se représenter au regard justement de la situation actuelle? Le problème, c'est que pour le président Paul Biya, et c'est ça la problématique, pour le président Paul Biya, la politique camerounaise et la politique économique n'est pas désastreuse. Il est parti d'opposition et les voix de la société civile, dont j'en fais partie d'ailleurs, qui estiment que le bilan économique de la présidence Paul Biya depuis 36 ans, il est insatisfaisant étant donné les potentialités du Cameroun. Donc, à partir de cet instant, s'apesantir, si on est par exemple une voix de l'opposition, s'apesantir sur le fait que comme le bilan est faible, il doit partir, au lieu de surfer sur le fait justement que le bilan est faible et présenter à la population un meilleur bilan, c'est un aveu de faiblesse. Au contraire, le faible résultat économique avec toutes les richesses du Cameroun devrait permettre à l'opposition de gagner facilement les élections. Et la grande surprise réside dans le fait que malgré, entre guillemets, la médiocrité de la politique économique sous le gouvernement depuis 1982, l'opposition réussit à avoir un résultat électoral de conviction de la population encore plus insatisfaisant. Encore qu'il faut prendre en compte à ce niveau de l'analyse là, la question du code électoral et manque du cadre, du système électoral. Oui, je pense que fondamentalement, le message que le chef de l'État a adressé dans son tweet est très important. C'est-à-dire, il voudrait relever les défis de rendre un Cameroun plus uni et plus prospère. Ouais. Ça me rappelle le contexte dans lequel il accède au pouvoir en 1982. C'est ça. Il trouve un pays qu'il qualifie lui-même de prospère. Il a trouvé un Cameroun prospère et plus uni. Et son souci, c'était en 90, dans une interview, de laisser un Cameroun prospère et démocratique. Aujourd'hui, quand il revient sur ces termes, je pense qu'il faut le prendre au sérieux, sans doute. Il veut laisser le pays qu'il a trouvé. Il voudrait peut-être laisser le pays qu'il va trouver. Maintenant, le message s'adresse aux Camerounais. Sauf que le pays qu'il a trouvé a changé. Il y a belle lurette là. Oui, le pays a changé. Il est devenu un pays pauvre, très endetté. Maintenant, c'est un appel au peuple pour le reconduire, pour laisser ce pays-là. La question de savoir, faut-il lui donner cette possibilité ou pas, c'est les Camerounais eux-mêmes qui vont réagir à cette question. Mais pour chuter, s'il te plaît, je voudrais dire juste un mot par rapport à la crise qui est l'insécurité dans les régions nord-ouest et du sud-ouest. Il y a une bonne partie, une bonne frange des Camerounais qui auraient aimé que cette question, avant l'élection présidentielle, soit débattue. Laquelle? La question d'apaiser dans le nord-ouest et le sud-ouest avant d'aller à l'élection. Aujourd'hui, il y a la question du plan d'urgence, le plan d'assistance humanitaire d'urgence. Est-ce que ça peut être un levier, vraiment en 30 secondes, est-ce que ça peut être un levier de pacification de ces zones avant l'élection du 7 octobre? Oui, ça peut être un levier, sauf qu'il faut commencer par un dialogue institutionnel et inclusif. Oui, ça fait longtemps qu'on parle du dialogue, on n'a pas l'impression qu'on y est. Ben, si on n'est pas au dialogue, on ne peut rien faire. Ah, mais ça c'est clair. Ça c'est clair. Je pense qu'il n'y a rien à dire. Ça, on peut rien faire. Très bien, merci messieurs. On va s'arrêter là pour ce dimanche. On va vous remercier d'être venu sur le plateau de droit des réponses. Merci à vous, Faustin Dikam, d'être venu. Bon retour à Yaoundé. Merci Philippe Nanga d'avoir accepté de venir échanger avec nous. Edmond Kamga, ce fut un plaisir. Et puis Claude Rufé et Kanga, infiniment merci pour ce temps que vous nous avez accordé. Merci à vous. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de droit de réponse. Je vous souhaite un excellent dimanche et à très bientôt. Au revoir. Equinox Télévision.